c'est un investissement aujourd'hui. Un enfant, c'est devenu un investissement. Wow. Et malheureusement, voilà, c'est des choses où quand le mec il dépose son fils et qu'il pense que son fils il va lui rapporter X, Y, Z, forcément, ça donne une pression en plus à l'enfant. Bien sûr, Et c'est tout un truc c'est ça. qui est difficile à gérer. Mes frères me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Que toutes mes sœurs me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Niveau relationnel, c'était comment lui? Il était comment avec ces joueurs là? Francky parle pas. Hein. C'est vrai? Franchement, Francky, c'est comme un rappeur. Punchline, c'est tout. Ça. Et en même temps, Francky, il a un truc de fou, c'est qu'il est froid, il est antipathique, Mais il arrive mais en à même temps, des joueurs comme Geoffrey, comme Anthony, c'est celui avec qui ils sont le plus à l'aise. Tu vois, Ah ouais? on pourrait croire, tu vois, et moi je connais mieux Anthony, qu'il vient d'un entraîneur tout le temps à côté d'eux. Francky parle pas, Ok. mais au final, c'est son homme fiable. Tu vois, donc ces coachs-là, Ouais, c'est vrai. Après, le truc aussi, c'est que Francky, il nous a connus aussi en RP dans Jeune, donc il a vu un peu. Et lui, il était déjà en équipe première, donc il avait toujours un peu un regard autoritaire dans le sens où c'était le coach de la première ou l'adjoint de la première, tu vois. Donc ça a toujours été cette relation et ça part pas, même avec le temps, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu dis quoi? Moi, je dis, Albert, il m'a toujours bien parlé de Francky, que c'était un vrai coach. C'était un vrai coach, au-delà d'être un. Allez, même s'il ne parle pas, mais tactiquement et tout ça. Même José Jeunessant m'a dit que Ah ouais, c'est son homme aussi. c'est la classe. Et tu t'occupes que des sportifs ou aussi des coachs du coup Moi, je travaille quand même avec beaucoup de coachs parce qu'au final, c'est parfois même le plus important. Hein. Le coach, c'est quand même celui qui diffuse. Ouais. Et moi, j'aime bien bosser avec des coachs. Ici à Molenbeek, je travaille plus avec le coach, par exemple, qu'avec le groupe. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier, j'ai envie de dire, de chercher à accompagner les gens socialement, psychologiquement? Qu'est-ce qui t'a poussé dans ton parcours à choisir cette route-là? Mais si tu veux, donc moi, je suis. Mon seul diplôme officiel, seul diplôme tout court, parce que tu sais, quand tu es dans le sport, on te met vite des titres, mental coach, psychologue, je fais rien du tout de tout ça. Okay. Moi, je suis prof. Donc j'ai travaillé, et Geoffrey connaît évidemment bien ces quartiers, j'ai travaillé 10 ans par choix à Kuregem, donc qui est considéré comme à Bruxelles, comme un des quartiers les plus compliqués, sur la place Lemens, donc près des abattoirs, qui s'appelle La Providence, où j'arrive là-bas un peu par hasard, mais en voulant quand même y être, ce qui est quand même important à dire. Et rapidement, je me dis, donner cours ici, c'est impossible. Vu que j'arrive, comme tous les profs, on te dit, voilà, t'es prof d'un horaire complet, t'as 10 classes, première classe que tu vois, t'as une liste de 20 élèves, comme n'importe quel prof. Il y en a 3 qui sont là, tu dis, oui, il y a 17 autres. Puis le lendemain, si tu as à nouveau cette classe-là, t'en as 4, mais 2 de la veille et 2 nouveaux. Et si tu les as peut-être le jeudi une 3e fois, t'en as un de chaque. Et donc, donner cours, carrière classique, tu oublies. Et puis surtout, tu en as 7, 8 que tu vois jamais, ou alors tu en as qui apparaissent, qui disparaissent totalement. Donc là, le tournant de ma vie, parce que c'est pas simplement de ma carrière, c'est de ma vie, c'est de me dire, tiens, moi en tant que prof, est-ce que j'ai un rôle à jouer sur les gars que je connais pas du tout et qui apparaissent, qui disparaissent? J'ai fait ce choix, donc j'ai créé à côté de mon boulot de prof mon ASBL, mon association. Sabord? Non, oui, tout Sabord, un projet de mon ASBL pour justement avoir plus d'outils. Et c'est comme ça que je frappe à la porte des IPPJ, des prisons, en me disant, tiens, on a peut-être des jeunes en commun qui apparaissent, qui disparaissent. Donc je m'intéresse, si tu veux, aux jeunes qui se cachent derrière l'élève. Puisque l'élève, je ne le vois pas, ou alors je ne sais quand même pas agir dessus, vu que la relation que j'ai avec lui ne permet pas de donner cours. Donc je m'intéresse justement à la vie un peu H24, 7 jours sur 7. Et donc, je fais ça pendant une dizaine d'années avec justement tous des projets qui se mettent en place pour essayer, tu vois, de prendre le jeune là où il est, peut-être pour l'amener là où tu penses être bon. C'était vraiment passionnant. C'est les plus belles années de ma vie. C'est ma plus grande fierté. Moi, Kuregem, après, je passerai de l'autre côté d'Anderlecht, du côté de Nerpet, mais Kuregem, ça reste pour moi le vrai Anderlecht et celui qui me tient le plus à cœur. Ouais, et donc du coup, encadrer les sportifs, etc., ça fait partie maintenant de ta seconde nature. Disons, le tournant, si tu veux, c'est... j'ai vraiment été à une époque à Kuregem où on ne parlait pas à ce moment-là de Daesh, Al-Qaïda, de la Syrie, etc. Ces mouvements n'existaient pas encore. Mais on sentait quand même, chez les jeunes,
le gros problème de n'être être personne. T'es pas belge, t'es pas marocain, t'es reconnu par personne, t'es dans une école ou dans des quartiers où il se passe rien, où il n'y a pas de prof pour te donner cours. J'ai assisté aux attentats de Madrid, les premiers gros attentats, on peut quand même dire, en tant que prof dans ces classes. J'avais des jeunes, façon de parler, qui brûlaient le drapeau. C'était quand même un peu spécial. Je faisais des farandoles en classe. Tu sentais vraiment un mouvement de rejet de la société qui était important. Avec quelques collègues, on a un peu interpellé là-dessus, mais c'était trop tôt, ça n'intéressait pas. C'était beaucoup de gamins qui avaient 15-16 ans et qu'on retrouvera 10 ans plus tard dans les attentats de Bruxelles et de Paris. Et Ça veut dire que tu as eu des gens oui, qui étaient impliqués dans, Oui. dans ces... oui. Et avec certains collègues, on était presque capable de dire, quand ils avaient 15-16 ans, celui-là, 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 si quelque chose ne se met pas en place pour eux, c'est pour ça qu'à la fin, moi je ne suis pas en train d'excuser, etc. Mais quand tu te dis que 10 ans avant, tu sens que certains profils, si tu les aides pas, parce que là c'est de l'aide, parce que on parle beaucoup des mineurs délinquants, mais moi j'ai jamais vu un mineur délinquant qui n'est pas d'abord un mineur en danger. Quelqu'un qu'on n'aide pas, qu'on n'accompagne pas et qu'on n'écoute pas. Et après, évidemment, la plupart des mineurs en danger, ils vont se saboter eux-mêmes, donc on s'en fout. Parce qu'au final, dans l'aide à la jeunesse, 80% des jeunes en difficulté ne feront jamais de mal à autrui, donc on s'en fout. Mais on commence évidemment à s'intéresser aux 20 qui font du mal à la société, et là, on fait les grands discours. Mais l'important, c'est de prendre les choses à la base. Et vu que on n'a pas été écouté à l'époque, j'ai fait une rencontre un peu, qui a un peu changé pour moi ma trajectoire, vu que je rencontre les dirigeants d'Anderlecht, donc du club de foot, et qui me disent tiens, nous c'est fou, on n'arrive pas à sortir des jeunes des quartiers bruxellois. Vincent était un peu l'exception, Anthony, on va dire, était une demi-exception, et puis notamment Geoffrey et d'autres, c'était des joueurs qui promettaient beaucoup, et puis à un moment, dans la dernière étape, difficile de les amener jusqu'au bout. Et là, je leur lâche un truc par rapport à mon expérience que je vivais dans les quartiers depuis 10 ans. Je dis, tiens, est-ce que quand on veut optimaliser des jeunes comme ceux-là, ouvrir Nerpet de 17 à 20 heures pour simplement proposer du foot, est-ce que c'est pas trop juste et trop court? Là, à l'époque, M. Collin et M. Kindermans me disent, ouais, mais nous, on a un club de foot. Nous, ce qu'on sait faire, c'est du foot. Je dis, oui, ça, je peux comprendre. Mais je crois que si vous voulez permettre à des jeunes qui ont un sac à dos plus important que les autres d'aller au bout de leur chemin, il faut penser plus large. Donc, justement, s'intéresser, comme je l'ai fait dans le passé, pas simplement aux jeunes footballeurs talentueux, mais aux jeunes, de manière globale. Et c'est comme ça qu'on propose de créer le Purple Talent, donc le projet de sport-études du club, et donc de mettre en place justement toutes ces structures avec le lien avec les écoles, familles d'accueil, internat, logement, transport, lien avec les familles, pour s'intéresser justement de la même manière, un peu dans l'esprit H24, 7 jours sur 7 aux gamins. Et je crois que ça a été quand même le point de départ du grand changement en Nerpet, vu qu'il y a toujours eu un Nerpet, ou dans tous les clubs des grandes villes, des jeunes talentueux et le talent, et surtout dans les quartiers, évidemment, mais avec cette frustration de jamais aller au bout du chemin. Et aujourd'hui, Anderlecht est presque passé, je vais dire, en 15 ans, d'un club où on disait que quand tu étais jeune, tu ne peux jamais réussir à Anderlecht. Aujourd'hui, peut-être même excessivement, où il n'y a plus que ça. Mais en tout cas, c'est quand même un changement radical. Mais je pense que c'est la vision H24, 7 jours sur 7, et s'intéresser à la personne de manière globale, au sac à dos. Parce que je crois qu'on a tous un sac à dos avec une histoire qui nous est propre. Et quand on veut permettre à quelqu'un d'aller au bout de son potentiel, tu ne peux pas dire, moi, c'est ton talent qui m'intéresse, mais ton sac à dos, je m'en fous. Bien sûr. Geoffrey Polo, quand vous étiez beaucoup plus jeune, quand vous étiez enfant, que vous grandissiez, que ce soit vers Verviers à Bruxelles, vous auriez voulu avoir cet encadrement autour de vous, sportif, ou est-ce que vous l'aviez déjà d'ailleurs? Moi, j'étais à Nerped, donc à l'époque, et c'est vrai que moi, j'ai vécu beaucoup de situations dans lesquelles j'arrivais au foot, et en fait, avant d'arriver au foot, j'avais déjà une certaine frustration en moi. Et forcément, ça avait
des conséquences sur mon comportement. Mm. Tu vois, je donne un exemple. On va dire, on a rendez-vous à 7 heures du matin, on a un match, je sais pas, je veux dire à Eupen, je donne un exemple. Mais le truc, c'est que moi, je ne pouvais pas me justifier à la maison en disant, voilà, papa, écoute, il faut que je te réveille à 6h30 pour me déposer, pour aller faire un match de U11. Ouais. Tu comprends? Donc Ouais. moi, déjà, je devais me débrouiller le matin, je devais savoir comment j'allais arriver, et puis je dois regarder avec le bus, etc. etc. Et puis tu arrives au foot, tu arrives en retard. Tu arrives en retard, on te fait des reproches, on te dit, voilà, tu arrives en retard, la prochaine fois, tu commences pas, etc. etc. Mais le problème, c'était que, je ne veux pas dire que j'étais pas accompagné, c'est pas ça, c'est juste que mes parents, pour eux, c'était pas important. Bien sûr. Donc eux se disent, on est ici, mon fils il va à l'école, c'est ça le plus important. Le foot c'est extra. Donc il y a plein de choses dans l'accompagnement, que ce soit arriver à l'heure ou même faire ses affaires, d'avoir un essuie après l'entraînement, de laver les vêtements tous les jours. À l'époque, une machine à laver, c'était pas donné à tout le monde. Donc t'arrivais, tes vêtements, tu vois, et c'est plein de petites choses où quand tu arrives après au foot, parfois, tu arrives là et tu as déjà des petites frustrations en toi. Et puis voilà, après, tu te rebelles un peu, tu vois. Et puis, tu as des petits comportements où on te dit, voilà, tu n'es pas discipliné, etc. etc. Mais le coach, il ne comprend pas que toi, tu es venu tout seul. Tu as 11-12 ans, tu as dû prendre le bus à 6 heures du matin. Et Tu es très responsable très tôt. Alors. tu es responsable tôt, mais tu es responsable pour le foot. Parce que le foot, ça reste un truc en plus. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai, les parents ils donnent plus d'importance au football qu'avant. Mais à l'époque, on allait au foot juste comme ça. Et puis, il y a eu des problèmes aussi de cotisation. Ouais. Je ne dis pas qu'on n'avait pas de moyens, c'est pas ça. Mais je veux Mais dire, personne donnait l'argent pour aller au foot. Aujourd'hui, les gens le font, mais avant, tu ne pouvais pas dire, écoute, il faut m'acheter des chaussures de foot, il faut payer la cotisation, il faut laver mes vêtements après l'entraînement. Le week-end, il faut que tu te réveilles à 6-7 heures du matin et puis que tu viennes m'accompagner à 100 km. Les parents n'avaient pas le temps de faire tout ça. Et donc, à chaque fois, tu avais des petits manquements au niveau des vêtements, au niveau de l'heure à laquelle tu arrives, ou même après le match, etc. Et parfois, ça crée une frustration et ça a des répercussions sur ton comportement. Bien sûr. Quand le coach ne comprend pas, il te dit pourquoi tu arrives en retard. Mais toi, tu ne sais pas l'expliquer. Écoute, j'ai dû me réveiller à telle heure, parce que 70% de l'équipe est arrivé à l'heure parce que maman, papa les accompagnait. Exactement. Donc ça, c'est le ça, en côté fait. en dehors du sportif auquel le coach ne fait pas forcément attention. Lui s'intéresse à ta venue directement à l'heure, ta prestation, ta performance. Au talent, un peu comme il a dit, talent, il ne s'intéresse pas au sac à dos. Moi, j'ai eu la chance, on va dire, que mes parents, ben, ils m'ont toujours accompagné, même si des fois on arrivait en retard. Mais j'ai eu quand même cette chance. Et je le vois que, allez, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour quand il raconte ça, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a quand même su faire carrière. Et il y a plein de gens autour de nous qui avaient du talent. Et eux, par exemple, non seulement on les a pas accompagnés, mais ils n'ont pas fait l'effort que vous avez fait, tu vois. Donc, non, c'est... Bien Ouais. sûr. Maintenant que vous êtes parent, vous êtes père même de petits qui font du foot, comment est votre regard sur leur pratique sportive pour vous, quand ils font du foot, même s'ils sont encore en bas âge, entre guillemets, c'est déjà important pour vous ou, allez, c'est encore des enfants, donc c'est pas important le football, la pratique sportive, ou au contraire, pour vous, c'est important? Ben, en tant que joueur de football, on veut toujours que les enfants ils suivent les mêmes pas. Donc c'est important dans le sens où tu veux qu'ils soient bons, tu veux qu'ils fassent des bons matchs et tout. Mais après, en tant que professionnel, je veux dire, et je constate aussi avec d'autres parents, c'est que quand tu es joueur ou tu as été joueur, tu as plus de recul que les autres parents qui sont dedans. Donc moi, je veux dire, je vais au match, je crie pas, je me mets sur le côté, je regarde à mon aise. Si j'ai un truc à lui dire, je lui dis après, voilà, je donne mes conseils. Et voilà, hormis le fait que voilà, je veux qu'il soit bon et performant, mais il n'y a pas cette pression parce que, à part me dire j'aimerais bien qu'il aille plus loin que ce que j'ai été, à part ça, le reste, je me dis voilà, cette vie, on l'a vécue, donc c'est pas un truc qu'on recherche absolument. Ok, top. Moi, mon petit, il est encore plus petit, même s'il est déjà à fond dans le foot.
Mais la première chose, j'ai envie qu'ils s'amusent, tu vois. Et après, parce que maintenant, c'est le rêve de tout parent, entre guillemets, que le joueur soit. Mais nous, dans le foot, c'est pas facile, hein. On voit certaines choses qui se passent et tu te dis, est-ce que tu veux vraiment que ton fils il soit là-dedans, tu vois? Ouais. Donc, après, voilà, on est là, on va l'accompagner. S'il aime ça, on va essayer de faire en sorte que qu'il soit bien accompagné. Et des choses comme Jean-François fait, ben, c'est des gens avec qui tu sais que tu peux compter sur lui pour guider ses enfants. Tout l'encadrement que nous, on n'a pas eu, ben, on va faire en sorte de leur donner, quoi, tu vois. Jean-François, Polo parlait justement du fait qu'il y ait des gens qui ont du talent ou qui avaient du talent, mais l'accompagnement n'était pas idéal. Justement, comment est-ce que toi, tu intervenais quand tu voyais un jeune qui avait du talent ou juste un jeune dans un encadrement sportif, mais qui avait besoin d'une grosse aide? Tu vois, le problème, c'est que, et c'est surtout le problème du football, enfin dans le milieu du sport, c'est finalement le talent aveugle pendant très longtemps, puisque le foot, c'est très facile à comprendre, en tout cas en première ligne, beaucoup plus quand tu es un spécialiste, mais donc tant que tu as un gamin qui sait dribbler, qui marque un but, qui est un peu spectaculaire, ça attire le regard. Et donc, tu as beaucoup de gens directement autour qui viennent avec leur avis, qui viennent gonfler, entre guillemets, la tête des gens. Donc ça, c'est déjà un gros problème. C'est un milieu où tu as beaucoup de concurrence. Quand je dis concurrence, pédagogique. Beaucoup de gens qui viennent pour essayer de jouer un rôle dans l'histoire ou dans d'autres secteurs. Bah, c'est plus livré à des spécialistes et donc les vrais éducateurs, dans le sens large du terme, ont plus leur place. Moi, je continue à dire que le talent dans le football, c'est un détail. Puisque des jeunes qui ont du talent, tu en as partout, et que c'est surtout tout ce qui est à côté qui commence à compter. C'est pour ça que j'ai toujours cru au rôle de l'école, parce que l'école, surtout l'école malheureusement en Belgique, c'est pas gai, c'est même mal fait, c'est pas adapté. Mais voir comment un enfant fonctionne à l'école, ça te donne des indicateurs déjà comment il fonctionnera au foot plus tard. Parce que le foot, au début, c'est facile, surtout quand tu as du talent. U12, U13, U14, U15, U16, allez, quasiment jusqu'en U18, on te juge, tu es un bon joueur, tu es bon, privilège. Puisque c'est le seul milieu, le football, il ne faut pas oublier, je pense que j'en trouve pas d'autres, pourtant je réfléchis souvent à la question, où on te donne tout avant d'avoir réussi. Le football, c'est comme si en première secondaire, tu as fait une belle interro de maths et un prof te dit « Oh, c'est super, on va te payer déjà maintenant, peut-être que tu feras médecine dans 7 ou 8 ans. » Ça, c'est le football. Et donc, à ce moment-là, tout le monde devient un peu fou. Et ça, c'est un grand danger. C'est aussi un milieu, je reprends l'exemple par rapport à l'école, tu as réussi une belle interro de maths en première, on te fait passer en quatrième. Parce qu'en plus, les gens ont toujours besoin que ça aille plus vite. Moi, je dis souvent dans mon autre vie que c'est quoi la délinquance? C'est vouloir faire les choses en accéléré. Il y a un moment, tu vas tellement vite, c'est comme quand tu prends une bagnole, tu vas trop vite, tu perds le contrôle et c'est le drame. Mais le foot, c'est ça. Tu as beaucoup de parents ou d'accompagnateurs, on va dire agents pour utiliser le terme, qui sont rassurés quand on peut faire passer un gamin du 14 en U18. Mais où est-ce qu'on voit dans la vraie vie qu'aller plus vite que la normale, c'est bon? Nulle part. Nulle part. Mais dans le foot, c'est les cotes. C'est les cotes, ça rassure les gens. Ah, j'ai déjà un contrat, donc c'est que c'est bien parti. Alors que statistiquement, c'est prouvé. Moi, je dis souvent, et je peux le citer parce que le papa m'a toujours donné l'autorisation, le papa de Samuel Bastien a longtemps refusé que Samuel ait un contrat. Ça, je n'avais jamais vu. Mais bon, le père de Samuel refusait que son fils ait un contrat. Et moi, je dis souvent que le premier contrat dans le foot, c'est le début de la fin. Pourquoi? C'est une statistique. Fait que la plupart des jeunes qui ont un premier contrat n'en ont pas de deuxième. Alors ici, on a des exceptions, évidemment, avec Geoffrey et Polo. Mais les clubs mettent en plus, les règles ont changé en Belgique. Maintenant, on met des contrats à 15 ans. T'imagines, c'est aussi le seul secteur de la vie où tu as des gamins, et tu prends en plus des gamins qui ont des sacs à dos remplis, où à un moment, tu as une double vie. Puisque, jusqu'à preuve du contraire, l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Et en plus, on va mettre sous contrat professionnel. Ça veut dire que tu n'es plus dans une relation avec ton club d'un loisir. C'est ton employeur, dès 15 ans. Donc à 15 ans, tu deviens un employé d'une société. Alors déjà, un gamin bien équilibré avec une famille autour qui a les pieds sur terre, c'est déjà compliqué à gérer.
Mais pour des gamins pour qui c'est plus compliqué à ce niveau-là, comment est-ce que tu veux pouvoir gérer en même temps un rôle d'employé-employeur et en plus la scolarité et en plus autour de toi plein de gens qui te disent dès que tu as fait un petit crochet que tout va bien. Ça, c'est difficile quand même, hein, JF. Hein. Dans le sens où comment un club alors va... Parce que, allez, les clubs, si tu as un talent, entre guillemets, tu vois, tu dois le mettre sous contrat. Et si tu ne le mets pas sous contrat, il y a un autre club qui va le mettre sous contrat. Et eux, ils pensent peut-être dans le sens où moi, je dois rentabiliser... Enfin, ce gamin peut... Parce que la Belgique, ils vivent des jeunes talents, tu vois, c'est comme ça que les clubs, ils fonctionnent. C'est qu'un club anglais ou je sais pas, va venir le chercher. Donc, comment toi... Enfin, je sais pas, Geoffrey, comment toi... Ouais, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un marché où voilà, les clubs, comme tu dis, ils doivent se protéger. Ça veut dire qu'ils doivent mettre les joueurs sous contrat. Avant, c'était 16 ans. Ils ont dû avancer d'une année parce que les Français, les Hollandais, ils pouvaient prendre leurs joueurs plus tôt. Donc voilà, ce côté-là d'être professionnel assez jeune, c'est particulier parce que voilà, c'est un sport où il y a énormément d'argent. Et malheureusement, les clubs doivent se protéger. Et la vie, c'est l'espoir. Donc, quand on dit, voilà, le jeune, il est bon, ça veut dire qu'on espère quelque chose. Et quand on espère quelque chose, ah ben, aujourd'hui, il faut le monnayer ou en tout cas, il faut le cadenasser. Ouais. Donc, et la seule manière de le faire, c'est avec un contrat. Donc, malheureusement, ils n'ont pas le choix de le faire. Mais le seul problème, là où il peut y avoir un problème, c'est comment est-ce que ce contrat est interprété par le jeune et par la famille. Et comment le club aussi le propose. Parce qu'il y a des contrats où voilà, il y a des clubs qui font des surenchères. Après, ça crée voilà, l'ego qui monte chez le jeune, chez les parents. Ou quand c'est les parents qui comptent sur le petit pour sortir d'une situation qu'ils ont, qui veulent améliorer leur quotidien. Et là, c'est là où c'est pas bon. Et c'est là où... Voilà, je pense que ton accompagnement, il doit vraiment être important. Parce que moi, je vois des jeunes aujourd'hui, je regarde des académies, des entraînements où les gens, c'est un investissement aujourd'hui. Un enfant, c'est devenu un investissement. Wow. Et malheureusement, voilà, c'est des choses où quand le mec il dépose son fils et qu'il pense que son fils il va lui rapporter X, Y, Z, forcément, ça donne une pression en plus à l'enfant. Et c'est tout un truc qui est difficile à gérer. Et t'en es conscient. Et puis c'est un milieu dangereux. C'est pour ça que moi, il me passionne toujours en partie d'être un peu le pédagogue d'un milieu antipédagogique. Quand je dis antipédagogique, c'est que beaucoup de choses dans le football sont à l'encontre du bon sens. C'est que moi, j'aime bien toujours qu'on parle à la vraie vie. C'est quoi le but dans la vie d'un être humain? C'est d'évoluer. Peu importe d'où tu pars, c'est d'évoluer. Tu pars de là, alors tu travailles dans une petite société, c'est quoi le but? À un moment que le patron t'appelle en disant « je suis content de vous », même si c'est 100 € de plus, mais tu gagnes 100 € de plus, tu as un meilleur horaire. Et ça, c'est le but de la vraie vie. Et quand les gens atteignent ça, avec leur rêve, leur famille, etc., ils sont bien dans leur peau. Le foot, c'est tout l'opposé. Statistiquement parlant, j'aime bien parler de chiffres parce qu'au final, ça c'est concret. La plupart des footballeurs ont une courbe descendante. Ça veut dire que plus ils évoluent dans leur parcours de foot, plus ça diminue, plus ils s'éloignent de leurs rêves, leurs objectifs et de ce qu'ils pensaient être un moment, le chemin qu'ils allaient prendre. Je le vis encore au RWDM les dernières années où je donne un petit coup de main. Quand le club a été repris, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, donc ils prenaient des joueurs, on va dire, comme on dit en France, au SMIC. Tu sais que 10 joueurs du noyau gagnaient entre 5 à 10 fois moins, donc des garçons de 25-26 ans, gagnaient entre 5 à 10 fois moins que 5 ans avant. Mais comment veux-tu dans ta tête, dans ton équilibre de vie, te sentir bien si à 18-19 ans, parce que tu es en centre de formation, au PSG, à Marseille, à Anderlecht, à Genk, au Standard, à Bruges, ces clubs investissent en toi sur un pari, puisqu'au final, comme vous l'avez très bien dit, pourquoi ces clubs à ce moment-là te mettent sous contrat? Parce qu'ils ne veulent pas te perdre et ils se disent il y a peut-être moyen qu'ils réussissent au haut niveau. Et puis, ce premier contrat ou ce deuxième contrat, c'est presque le plus grand de leur vie. Et puis, tu commences la chute libre. Ça devient compliqué, hein, je vais dire, quand tu arrives dans des vestiaires où, en plus, c'est peut-être des clubs moins
où il y a moins de confort que dans d'autres, et en plus tu sais que tu gagnes 10 fois moins qu'avant, c'est difficile de rester serein et de garder l'envie. Et puis tu as surtout une pression folle, et en plus, parce que moi je suis passionné aussi par l'après-carrière, Ouais. sachant que la plupart, soit ils ont arrêté l'école, au mieux, parce qu'ici en Belgique, ça aussi c'est formidable, hein, on fait, et j'ai participé au système, donc moi je ne crache pas dans la soupe, mais amener un garçon, un footballeur, au bac, au diplôme de réto 6e secondaire, c'est une prouesse. Mais aujourd'hui, quand tu arrives sur le marché de l'emploi et que tu n'as que le diplôme du secondaire, tu es un petit moineau, hein. Ouais, c'est ça. Tu es un petit moineau. Donc la plupart des footballeurs, qui à 25-26 ans commencent à se dire qu'est-ce qui se passe, ils n'ont pas d'autre choix que peut-être signer sans mépris dans des clubs, dans des pays de l'Est, en 2e division, où au final peut-être que tu sais bien que tu vas peut-être pas être payé, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre, vu qu'en plus, le milieu ne t'a jamais appris non plus à faire autre chose. Donc il y a un manque de confiance en toi et un cercle vicieux constant. C'est pour ça que moi je n'ai pas peur de le dire, mais pas pour les raisons dont on pense souvent, le milieu du foot est un milieu très dangereux. Ah ouais. Alors moi je ne parle pas de mafia, bazar, Ouais. mais très dangereux pour là. Ouais. Je terminerai par là cette explication-là. Un jour, il y a une maman qui m'interpelle sur le parking en me disant, c'était à l'époque des attentats de Bruxelles, et elle ne voulait pas que le gamin prenne le métro, en me disant non, pas question, nous on vient d'une petite ville de province, Bruxelles, ça me fait peur, etc. Trouver une solution. Je dis madame, c'est pas que je veux pas, mais le trafic à Bruxelles à 7h30 du matin, j'ai pas de solution, c'est pas que je veux pas. Et elle me dit ouais, mais si un jour il se passe un truc dans le métro, vous l'aurez sur votre conscience. Et là, je lui réponds, écoutez madame, je ne peux pas vous promettre qu'il ne se passera rien ou plus rien dans le métro bruxellois. Mais je peux vous dire un truc, si vous avez peur pour votre gamin, ce n'est pas du métro qu'il faut l'enlever, c'est du milieu du football. Parce que là, je peux vous garantir que votre gamin, là, il risque de souffrir et il risque souvent de se demander dans quel monde il vit. Et, Mais moi, il y a une chose, en fait, parce que je lis beaucoup aussi les commentaires sur quand on parle de ce que les joueurs de foot gagnent ou de la pression, les critiques sur les joueurs, etc. Quand on dit que le monde du football, c'est un monde je sais pas, comme tu as dit, un monde cruel, etc., etc. Maintenant, pour en revenir sur les joueurs qui gagnent moins qu'avant, il y a une chose, en fait, le football, quand tu es au top, c'est un truc où voilà, tu peux te sentir vraiment fort et voilà, ton ego il gonfle et tu te dis voilà, là je suis au max. Mais la réalité, c'est que tant que tu es productif, on va te payer, on va te donner tous les avantages qui vont avec. Parce que c'est le marché de l'offre et la demande. Ça veut dire qu'il y a plein de gens voilà, qui veulent de toi, voilà, tu es courtisé et tu es fort, tu es performant. Maintenant, les joueurs, parce que moi j'ai connu des clubs où j'étais avec des joueurs très forts qui gagnaient beaucoup d'argent. Et puis dernièrement, voilà, j'ai été à Virton, où là, c'est pas vraiment la même chose au niveau salaire, au niveau qualité, etc. Et moi, je leur disais, parce qu'en fait, les joueurs qui sont en bas, ils regardent les joueurs qui sont en haut en se disant, ouais, mais lui, il n'est pas très fort, pourquoi il a ci, pourquoi il gagne ça, moi aussi. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, tu as donc ces deux, enfin, c'est le contraire. Quand tu es au top et quand tu es en bas. Quand tu es en bas, tu dois avoir une confiance en toi de tes qualités, mais tu dois aussi avoir cette humilité de te dire, si je suis là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pas été assez bon l'année d'avant, ou les années qui ont suivi, ou hier, ou aujourd'hui. Donc, soit je me mets à travailler et j'essaye d'arriver à ce niveau-là, et je pourrais augmenter mon salaire et mes conditions de vie et le regard des gens et voilà l'estime qu'on va me donner dans le milieu. Et le problème, ce que je trouve, c'est que parfois, on aime bien dire que ouais, le monde du football, les gens sont pas reconnaissants. Ouais, regarde comment ils maltraitent les gens, etc., etc. Moi, je le vis maintenant. J'ai eu des moments où j'étais au top et voilà, c'était pas la même chose. Et puis j'ai des moments où voilà, tu te dis, il n'y a pas de club, il n'y a rien, les propositions, elles ne sont pas bonnes. Mais à un moment donné, tu dois pouvoir te dire à toi-même, est-ce que aujourd'hui ou la veille, la saison qui est passée, est-ce que j'ai fait assez pour pouvoir mériter de ces choses-là?
C'est ça la réalité. Et c'est là où un joueur doit pouvoir être humble et de se dire, voilà, parce que le football, c'est comme le milieu du travail. Il y a beaucoup d'argent parce que c'est le sport numéro 1, mais j'entends des trucs au travail. Voilà, c'est au taf, le patron il est venu, il m'a dit ça, nanani, il m'a mis dehors. Et c'est même parfois pire. C'est comme on dit, c'est le monde qui est méchant, c'est pas le monde du football. Le monde en général est comme ça. Voilà. Et toi, tu parles de ta situation maintenant. Ben, tu dis, entre guillemets, c'est ta responsabilité. Qu'est-ce que tu penses que tu n'as pas fait ou qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu es actuellement là où tu es? Après, moi, c'est des circonstances. Ça veut dire que voilà, j'ai eu des trucs extrasportifs que j'ai pas bien gérés. Et aussi sportivement, j'ai eu des blessures. J'ai fait un mauvais choix. Quand je suis parti en Israël, je me suis retrouvé là-bas. J'ai pas joué pour des raisons administratives. Mais c'est toutes ces petites accumulations qui ont fait qu'aujourd'hui, j'offrais sur le marché. C'est pas ce que c'était il y a 10 ans. Et c'est ça la réalité. Et à un moment donné, tu dois pouvoir l'accepter. Soit tu es assez fort et te dire je continue à me battre. Et voilà, je vais essayer d'arriver, peut-être pas au même niveau que j'étais avant, mais au moins de me rapprocher, ou au moins ou ce que tu as envie. Si tu as envie d'être respecté, tu as envie de gagner, je veux dire, X euros par mois, ou tu as envie de jouer dans tel club, ah ben, tu dois faire ce que les joueurs qui sont là-bas font. Je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai plus les mêmes capacités physiques qu'avant, parce que voilà, c'est humain. Et malheureusement, je ne suis pas Cristiano Ronaldo, je n'ai pas fait tout ce qu'il a fait pour être au top à 33 ans. Mais je veux dire, à 18 ans, tu me mets en D1B, même 5 minutes, je peux te mettre 2 buts, c'est la vérité. Mais à 33 ans, quand je faisais des rentrées de 10 minutes, 15 minutes, j'avais peut-être plus besoin d'autres joueurs parce que physiquement, j'ai perdu un peu en vitesse, en explosivité. Et après, tu dois t'adapter. Et en fait, l'être humain, parfois, il regarde des choses où il prétend mériter des choses, mais lui-même ne fait pas le nécessaire, ou il n'a plus la capacité de le faire. Et parfois, tu dois pouvoir accepter, te dire, voilà, ça, aujourd'hui, ah ben, c'est ça mon niveau. Si j'ai envie d'arriver là, ah ben, je vais travailler, je vais me taire, je vais me mettre sur le côté, je vais faire ce que je dois faire pour arriver là. Et c'est Quel ça le problème conseil dans tu le foot. donnerais à un jeune de 18 ans, tu vois, que toi, tu n'as pas fait maintenant là? Tu dirais quoi? Si par exemple, allez, tu vois un jeune de 18 ans ou les jeunes qui vont nous suivre, là, tu vas lui dire quoi? Tu vois, que toi, peut-être, tu te dis, parce que tu sais, entre guillemets, ce que tu dois faire pour être là, et tu sais ce qu'il ne faut pas faire pour être là. Le conseil que je donnerais, que j'essaie de donner aux petits, c'est de se dire, voilà, en fait, quand tu as 18 ans, à 18 ans, moi, en fait, je pensais que tout ne pouvait que aller de mieux en mieux. Ça veut dire que mon prochain contrat, je gagnerai 2 fois plus, que si j'ai mis 10 buts, ah ben, dans 2 ans, je serai plus fort, donc je vais en mettre 20, etc. etc. C'est qu'en fait, toi, tu vois ta carrière que vers l'évolution. Et quand c'est comme ça, tu ne prends pas tes précautions. Après, ce n'est pas d'être pessimiste en se disant non, non, si, mais c'est de se dire, voilà, autour de moi, il y a plein de situations. En fait, c'est de regarder, de comparer les situations et de se dire, lui, il était fort, lui, il était moins fort, lui, il était très fort. Il y a des joueurs comme en jeune qui étaient moins forts, mais qui ont été mieux. Et maintenant, de se dire, voilà, ma situation, c'est quoi? Je suis là, je suis à tel niveau, tel club, je gagne autant, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour que, au pire des cas, je suis à la même situation ou au mieux, je m'améliore? Et maintenant, tout ça, c'est dans son quotidien. Donc, que ce soit dans la vie de tous les jours, le repos, l'entraînement, mais pas excès. Parce que moi, à l'époque, à 20 ans, quand je suis arrivé à Wolves, j'étais tellement motivé que le mercredi en Angleterre, tu n'as pas entraînement. Et moi, le mercredi, je m'entraînais. Pourtant, quand on se faisait les entraînements, j'étais fatigué et physiquement, c'était lourd. Et le mercredi, j'étais au club, je m'entraînais, je faisais des frappes. Et un jour, il y a un gardien, il s'appelait Marcus Hahnemann, un Américain. Il vient mercredi et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, je m'entraîne et tout parce que j'ai envie de percer, j'ai envie de jouer. Mais moi, à ce moment-là, je voyais déjà à Manchester, alors que j'avais même pas ma place là où j'étais. Et il m'a dit, mais quand on fait les entraînements, tu es fatigué, et quand on a congé, tu viens t'entraîner. Donc il m'a dit, essaye d'abord de gérer l'entraînement, d'être à fond en l'entraînement, de faire ce que tu as à faire maintenant, plutôt que d'à chaque fois voir trop loin. Et en fait, en voyant trop loin, tu vois pas ce qui se passe ici.
C'est ça en vérité. Tu es sur la route, tu regardes là-bas, ça se trouve, l'obstacle, il est juste à côté. Ouais. Et en fait, c'est ça de se dire, gère les paramètres que tu peux gérer maintenant en te disant, tout peut se passer. Parce que tu peux te faire tacler, il peut se passer un truc dans la vie, on ne maîtrise pas tout. Mm. Donc, aie confiance en toi, fais le maximum et ne pense pas que tout sera toujours rose et que l'avenir, c'est que du mieux. L'avenir, ça peut aller dans tous les sens. Mais pour que ce soit mieux, il faut que tu fasses les choses. C'est ça. Tu parlais de l'extra-sportif et du fait d'être respecté. Est-ce que quand on a un extra-sportif, allez, on fait un truc qu'on n'aurait peut-être pas dû faire dans l'extra-sportif, est-ce que c'est facile de se faire respecter par des clubs en tant que sportif? Ou est-ce que notre image, elle est ternie pour toujours en tant que sportif? Après, d'un point de vue personnel, je veux parler d'un truc qui s'est passé, par exemple, à Lokeren, où voilà, il y a quelque chose qui est sorti, et moi, j'en ai pas parlé. Je veux dire, je me suis pas protégé au niveau de l'image. Et malheureusement, aujourd'hui, enfin, ça a toujours été le cas, l'image, c'est important. L'image, c'est très important. Et en tant que sportif, voilà, tu es médiatisé, tu es une sorte d'exemple, Ouais. même si Tu le pour veuilles ou moi, non. parfois c'est un peu de trop parce que on reste des êtres humains, chacun, voilà, chacun fait des erreurs, tout le monde peut s'améliorer dans la vie, on reste des êtres humains, mais il y a un truc où voilà, parfois il se passe un truc et le problème c'est que tu dois pouvoir le gérer. Ouais. Parfois c'est pas à ton avantage, mais il faut pouvoir assumer et se dire voilà, il s'est passé ça, j'étais en tort ou pas, mais de pouvoir s'expliquer. Mais le truc, c'est voilà l'histoire que j'ai eue à Lokeren, c'est que ils ont inventé une histoire, il s'est passé un truc, mais ce truc s'est jamais passé en fait. Et moi, je me suis dit, ok, c'est pas grave, ça va passer. Mais en fait, l'extra sportif aussi, les gens regardent l'extra sportif que quand t'es pas bon. Et c'est ça la vérité. Et moi, je l'ai accepté il y a pas longtemps. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui voit la face, qui dit ouais, non, t'es bon, les gens, c'est pour l'extra sportif. Je dis non, parce que là, j'ai parlé avec des gens, ils m'ont dit l'extra sportif. J'ai dit non, c'est pas l'extra sportif. C'est parce que sportivement, je n'ai pas fait assez de choses pour qu'on ne parle pas de l'extra sportif. Ok. Parce que avant, je veux dire au standard ou que ce soit X, Y, Z, extra sportif, c'est pas que je foutais le bordel, mais il se passe des trucs constamment. Mais quand un joueur est fort et qu'il est performant, on va dire ok, c'est pas minimiser. grave, on va Ouais, pas faire attention, etc. Donc à un moment donné, c'est ce que je dis aux joueurs. Je vais donner l'exemple de Raja. Raja, il s'est toujours dit, moi j'étais avec lui en U21, il m'a dit, moi je fais ma vie, je fais ce que je veux. Parce que Raja, il est très fort. Ouais. Et il a toujours été beaucoup plus fort sportivement que ce qu'il faisait extra sportivement. Donc en fait, tant que le sportif dépasse largement l'extra sportif, On n'en parle pas. on n'en parle pas. Une fois que ça commence à s'équilibrer ou que ça augmente, c'est là que c'est ça maintenant. Là, il a été un peu moins bon à l'Antwerp. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Extra sportif, on va mettre l'extra sportif avant. Mais quand il était à la Roma, il faisait peut-être pire que ça. Mais on ne regardait pas. Pourquoi? Parce que Aussi, sportivement, il était au top. Mais aussi, après, la mentalité belge est très différente que les Elle est différente, mais entre nous, il s'est passé beaucoup de choses au standard dans le vestiaire. Ouais, c'est vrai. Même d'autres joueurs, Ouais, on n'en a ouais. pas parlé. Pourquoi? Parce que Parce qu'on c'était était des joueurs bons, importants. ouais. C'est tout. Mais une fois que t'es plus important, et c'est là où, en fait, dans le milieu et dans la vie, on accepte. Une fois que tu dis, voilà, je suis dans le monde du foot, Zlatan, il a fait des dingueries. Il a frappé des joueurs, il s'est passé beaucoup de choses. Mais il a été fort, il a tout le temps été fort. Donc en fait, on l'a tout pardonné. Tant que tu es fort, on va te pardonner. Mais une fois, comme je dis, que ton sportif et l'extra-sportif, ça commence à s'égaler, c'est fini. Jean-François, toi, tu n'as pas eu peur de prendre aussi en main des gens qui peut-être avaient des réputations moins flatteuses? Par exemple, Anthony Van Den Boer, il n'est pas apprécié de tout le monde, en tout cas à l'époque, mais tu l'as aidé. Beaucoup disent que ton accompagnement lui a permis d'aller au mondial, par exemple. Est-ce que je vais juste rebondir un peu sur ce que Geoffrey a dit, avec d'autres mots, parce que je rejoins à 2000% ce que tu dis. C'est que, je dis souvent, le foot, et c'est par rapport à d'autres sports, c'est quand même spécifique, c'est 2 colonnes, 50-50. C'est 50% de paramètres que tu ne maîtrises pas, parce que c'est un milieu très bizarre,
et 50 paramètres, 50% que tu peux ou que tu dois essayer de maîtriser. Le souci, c'est que les footballeurs, et vous me pardonnerez Geoffrey et Polo, c'est ce que j'appelle souvent des sportifs de ciel bleu. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils ont besoin, la plupart, qu'il n'y ait pas trop de nuages dans leur vie, dans le fonctionnement, pour aller au fond de ce qu'ils savent faire dans leur potentiel propre. Ça veut dire que plutôt que de se dire en permanence, comme les vrais sportifs de haut niveau, que la plupart ne sont pas dans le football, il faut être honnête. Moi, ok, j'ai compris le principe. Il y a 50% que je peux maîtriser, mon entraînement visible, invisible, etc. Focus là-dessus, j'optimalise et je me maintiens à 40, 45 sur 50 en permanence. Le footballeur, mais encore une fois, pas de leur faute, puisque ceux qui fonctionnent comme ça, c'est la majorité. Donc je dis souvent, c'est facile de dire un tel, non. C'est la majorité des footballeurs qui ont cette courbe descendante. Donc ça veut dire qu'au final, sans leur trouver des excuses, c'est le système autour d'eux qui provoque ce phénomène-là. La plupart des footballeurs, ils regardent toujours l'autre colonne en disant « Ouais, mais bon, il se passe ça, il y a ça, ça c'est une injustice, à juste titre, hein, il se passe ça, donc j'arrive pas ou j'ai pas envie ou je suis pas capable d'optimaliser ma propre colonne. » Et ça, c'est le problème de beaucoup de footballeurs et qui explique pourquoi la plupart ont une courbe descendante, parce que quand tu n'as pas de bol, et ce qui peut arriver, imagine que ta propre colonne, si tu n'es pas motivé, si tu n'arrives pas à te motiver, tu tournes à 10, 15 sur 50, et que l'autre côté, c'est également 10, 15, etc. Si je prends des chiffres un peu d'école, tu as moins de 50%. Dis que si tu es toujours toi-même à 40, et que l'autre côté, période de malchance, mais tu es quand même à 50, tu as quand même la tête hors de l'eau. Si ça monte un petit peu parce que dans les paramètres que tu ne maîtrises pas, je veux dire, il y a un peu de positif, tu es au-dessus de la mêlée. Et donc, ça, c'est le problème, je vais dire, du football ou de la vie. Parce que ce que je dis ici, je parle des footballeurs, mais c'est un peu l'être humain. La plupart des êtres humains sont des êtres humains de ciel bleu. Je vais dire, toi, moi, ou hier, je parlais de ça à quelqu'un dans un resto hier, je disais, tiens, la dame qui nous sert le café, peut-être que chez elle, dans sa vie, son couple, sa famille, son corps, c'est pas top. Mais on n'attend pas d'elle qu'elle fasse des trucs extraordinaires par rapport à nous. Donc elle nous sert le café, qu'elle est plus ou moins agréable. C'est-à-dire que si elle est neutre, on est content, le client est content et son patron, normalement, est content. Le footballeur qui veut aller vers le top, il ne peut pas être dans le neutre. Il doit être dans le top, dans l'optimalisation constante. Je veux dire, quelqu'un qui travaille derrière un ordinateur au boulot, s'il est un peu fatigué ou un peu de mauvaise humeur, tant que le travail est fait en fin de journée, le patron, il est content. Le footballeur qui veut aller vers son rêve et vers l'optimalisation, il ne peut pas être dans le neutre. Il doit toujours être dans l'excellence. Et donc, c'est compliqué d'être dans l'excellence quand tu es dans des paramètres compliqués. Donc, c'est pour ça qu'à la fois, beaucoup de footballeurs ont cette courbe, je dis, vers le bas dans leur carrière, mais en même temps, c'est tout le système autour d'eux, parce qu'en plus, ce que je dis tout à l'heure, le fait qu'on leur donne beaucoup avant d'avoir réussi, etc., ça ne t'aide pas à être un guerrier naturel. Je vais dire, moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais j'entends souvent des footballeurs me dire « Ouais, je bosse », j'ai envie de dire « Mais va une fois voir, dans la vraie vie, ce que les gens appellent bosser, ou ce que dans d'autres sports, les gens appellent bosser. » Je vais dire, c'est facile d'aller en salle et faire le truc que tu aimes. D'ailleurs, je dis souvent un truc, bon, j'espère qu'ils ne vont pas me foutre dehors par rapport à ça, mais quand on me demande parfois dans des clubs de parler à un groupe par rapport à la culture de haut niveau, j'ai souvent une première question pour interpeller un peu le groupe, un peu en provoque. Je leur dis, tiens les gars, qui quand il arrive le matin ici au club a une petite boule dans le ventre de stress avant l'entraînement? Là, généralement, tu dis ça à une équipe de foot, ils te disent c'est quoi cette question de dingo, etc. Mais l'entraînement, normalement, c'est le rendez-vous intime avec tes limites, avec justement tes difficultés. Et personne n'a à mettre dans l'inconfort. Moi, à ma belle époque dans l'athlé, j'avais 2 entraînements par semaine où je devais aller au vomissement. Mais je peux te dire que la veille, ou dans ma bagnole, je fais ça dans le nord de la France, à Maubeuge, je ne dormais pas bien. Quand tu sais que tu dois aller au vomissement et que tu as l'impression que tu vas crever sur place,
Mais ça, c'est le haut niveau. Ouais. Ce rendez-vous avec justement la difficulté en permanence. Mais le foot, à ce niveau-là, C'est pas le haut niveau. t'es pas conditionné en permanence à ça. Mm. Maintenant, par rapport à ta question, par rapport au soi-disant, déjà, le fait d'avoir travaillé quand même avec pas mal de gens qui ont eu ou qui ont du sang sur les mains dans ma première vie. Moi, j'ai eu une époque où mes parents se faisaient quasiment... J'ai eu un long parcours avec un gars extraordinaire qui s'appelle Jean-Marc Mailly, qui a fait 20 ans de prison pour double homicide. À l'époque, un des premiers mineurs en Belgique pour des faits graves. Quand j'ai commencé avec lui mon histoire d'accompagnement, et qui restera, lui, l'accompagnement de ma vie, mes parents se faisaient façon de parler, insulter quand ils allaient au supermarché à Soigny, parce qu'on ne comprenait pas que le gamin puisse faire ça. Dans Tous à bord, mon association avec des jeunes en fauteuil roulant, on accueille souvent des jeunes en difficulté. Quand les gens savent ça, ils disent « Oh, c'est formidable ce que vous faites, hein, c'est génial ». Et puis parfois, donc, comme tu disais Geoffrey, parfois il peut y avoir des fuites. Mais quand les gens mettent des noms ou des faits sur ce travail-là, c'est déjà moins. On a accueilli pendant des années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un meurtre à la gare centrale à Bruxelles pour un MP3. Oui. Deux jeunes d'origine polonaise avaient poignardé un gamin. Un des deux gamins a fait un parcours de 2 ans avec tous à bord. De fait, un gamin en difficulté qu'on essaie d'aider. C'est toujours ça. C'est vrai. Mais quand on a appris que le fameux Marius était dans notre projet, tout d'un coup, c'était plus le même projet. C'était que comment ça se fait que vous accueillez des jeunes comme ça, etc. Donc, et alors dans le football, oui, comme l'a dit Geoffrey, dans le football, parce que tu arrives 3 fois en retard, on fait déjà de toi un semi-criminel, etc. Et puis surtout, les codes du football ne sont pas les mêmes que dans la vraie vie. Donc, qu'est-ce qu'un joueur ingérable ? Est-ce qu'un joueur ingérable, est-ce que c'est un joueur qui a trop de personnalité ? Est-ce qu'avoir trop de personnalité, c'est mauvais ? Est-ce que parfois, la personnalité... En face de moi, on a quand même un beau spécimen. Je vais dire, on va prendre Polo souvent parce qu'il a beaucoup de personnalité. Et parfois, on va vouloir le jeter parce qu'il a trop de personnalité. À un moment, c'est la même personne. C'est l'interprétation. C'est l'interprétation. Donc, tu parles d'Anthony. Tout à l'heure, Geoffrey parlait de communication. C'est clair que Anthony et un peu toute cette famille, et cette bande, on va dire, de copains et de collègues qu'ils ont été, c'est clair que peut-être leur plus gros... je vais dire, la plus grande erreur qu'ils ont commise dans leur parcours, et je sais que ce n'est pas évident de le faire, c'est d'être un peu rentré dans le système à certains moments. En fin de carrière, avec Anthony, on avait été ensemble participer à la tribune. Je me souviens que les journalistes, là, un peu les sommités de l'époque, ces grands consultants qui font au final la pluie et le beau temps, est-ce que tu es un joueur respectable ou pas, ils disaient tous à Anthony, si tu étais venu 10 ans plus tôt, ta carrière aurait été différente. Parce qu'ils avaient trouvé Anthony brillant. Mais nous, on en a déjà parlé plusieurs fois de ça avec Geoffrey, avec Pelé et tout ça. Et c'est vrai que je crois que peut-être c'est la façon dont vous avez grandi, peut-être à BX ou quoi, qui fait que vous dites même, vous laissez ça comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, quand on parlait, il disait non, en fait, on aurait dû des fois parler parce qu'il y a des trucs on mettait, mais ça n'avait rien à voir, tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on voit au quotidien, tu vois. Et il disait, mais à la place de peut-être d'en parler, non, il laissait ça comme ça, tu vois. Vous aurez dû vous défendre. Pas spécialement se défendre, mais dire que non, c'est pas vrai ça, tu vois. Ouais, après, le truc aussi, c'est qu'à l'époque aussi, le système, les médias, les gens, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Maintenant, parfois, en fait, le truc aussi, ce qu'il faut se dire, c'est pas qu'on a mal fait. Le truc, c'est qu'en fait, la vérité, c'est que quand les gens ils ont commencé à parler, les médias belges, nous, on s'est dit, nous, on ne veut pas rester ici. Nous, on se dit, on va jouer 1 an, 2 ans, on va partir à l'étranger. C'est ça la réalité. Donc, en fait, ce qu'ils disent dans la DH ou dans, je sais pas moi, le soir, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Ça veut dire, en fait, tu sais gérer ton image tout seul. Mais à l'époque, il n'y avait pas moyen. Donc, les seules informations que... J'exagère, mais on va dire le Daily Mail ou les trucs anglais, Marca, tout ça.
que eux allaient avoir sur toi, ça allait être justement ce qu'ils vont aller regarder, rechercher dans la DH. Et c'est peut-être là où on n'a pas directement fait le lien. Parce que nous, on s'est dit, ah, ils disent ça, c'est pas vrai, on s'en fout. Pour nous, c'est le terrain qui compte. On s'est toujours dit, c'est le terrain, c'est le terrain. Mais avant, c'était vraiment le terrain qui comptait. Maintenant, c'est... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le terrain. Aujourd'hui, c'est le business. Et ça veut dire qu'ils veulent un produit. Ils veulent... Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à la même chose. C'est que aujourd'hui, ils vont regarder un joueur, 50-50 avec un joueur. Le joueur, il a pas... Sa presse, elle est bonne, son image, elle est bonne. Ils vont le prendre. C'est pour ça que je dis, alors tu dois être beaucoup plus fort que lui. Et c'est en fait quand tu veux transporter cette image-là, ou que tu ne veux pas parler à la presse, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne parlent pas et qui n'ont pas forcément une bonne presse, mais à côté de ça, ils ont été vraiment performants et ils ont pu arriver là où ils ont voulu aller. Et je ne pense pas que la presse, parce qu'il y en a beaucoup qui donnent de l'importance en disant elle peut te faire comme te défaire, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment vrai. Parce que il y a des choses, il y a des gens aussi, il y a certains points où les gens ne font pas attention. Ici, on est un petit pays, c'est la Belgique, et les gens, ils font parfois, voilà, ils veulent faire toute une histoire sur des petites choses. Tu vois, j'ai déjà vu des articles sur un hamburger, sur ceci, cela, et ça, c'est en Belgique. Je veux dire, la mentalité, parfois, elle est un peu trop petite et on s'attarde à des petites choses. Est-ce que vous acceptez dans le football, et pareil, c'est pas évident, c'est que c'est pas un sport objectif. C'est un peu comme l'art, malgré tout. Voilà. Un athlète, tant qu'il fait ses temps, tu ne peux pas lui dire tu ne vas pas au championnat du monde, tu ne vas pas aux Jeux Olympiques, etc. Et dans le sens inverse, quelqu'un ne peut pas dire ou penser, parce que c'est même plutôt penser, tu ne peux pas à un moment dire tiens, moi je rêve d'aller aux Jeux Olympiques faire le 100 mètres si à 18 ans tu cours encore en 12 secondes. Dans le foot, tu as des joueurs qui sont encore dans l'illusion et en plus entretenus par des gens autour d'eux, de leur faire croire. Mais si c'est possible. Tandis que dans des sports beaucoup plus clairs, parce qu'il y a des données, il y a des chiffres exacts, on dit ben non, tu sais, il y a des chiffres, il n'y a personne qui a déjà été aux Jeux Olympiques en faisant 12 secondes sur 100 mètres. Le foot, bah, c'est comme un tableau au final. Mais il y a des gens qui le font. Je veux dire, il y a des parcours parfois, des gens qui... Il y a Junior Messias. Tu as même le Arthur Théâtre. Il a été faire un test à Roulers, le mec. On ne l'a pas pris en D1 national. 2 ans après, il était au Standard. 2 ans après, il a la Coupe du Monde. Il a fait 2 transferts et il est là. En fait, parfois, c'est aussi toi-même te disant est-ce que je vais regarder la majorité des gens qui n'ont pas réussi en telle statistique ou telle situation, ou de me dire voilà, je continue à rêver. Parce que le foot, c'est un rêve, hein. C'est vraiment du rêve. On te vend du rêve, mais c'est un rêve que tu peux accomplir et tu peux toujours rêver. Cristiano Ronaldo, il rêve encore de la Coupe du Monde. Pourtant, le mec, il a tout gagné. Comment un mec comme Cristiano peut rêver encore de quelque chose ? Et en fait, c'est ça la magie du football aussi. C'est qu'il y a des trucs qui sont super positifs et puis tu as son contraire qui va avec, évidemment. Mais ce que tu dis par rapport à Arthur Théâtre ou Junior Messias, où tu peux mettre Arnaud Bodard et tu peux mettre d'autres, c'est qu'un truc qu'on ne dit jamais clairement, notamment, je ne dis pas publiquement, on s'en fout, mais au moins en académie, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais je crois que la moitié des footballeurs qui réussissent sont des footballeurs qui sont sortis très tard, qui sont rentrés très tard dans la lumière. Là où tout le milieu du football veut mettre le plus vite possible dans la lumière. Ça veut dire que tu as un gamin de 12-13 ans, tu veux déjà qu'il ait un agent, tu es en panique si le directeur technique t'a pas appelé dans le bureau une fois pour te donner une paire de baskets, une paire de chaussures de foot, etc. Alors que la moitié des joueurs qui réussissent sont des joueurs qui n'ont jamais eu de contrat, qui n'ont jamais eu de sponsor et qui ont fait leur petit bout de chemin et qui ont cette capacité de résister par rapport à ça, etc. Mais ça, qu'on le dise aux parents, parce que les parents ou les entourages font croire que plus vite tu es rassuré, plus vite ça va aller. Mais non, la plupart des footballeurs, ce sont des gens comparés ici. Je vais dire, tu prends... Allez, moi j'ai commencé dans le foot avec la génération 96. 96. C'est ça. Ben,
Johan Boskamp, un ancien entraîneur d'Anderlecht, en Hollande à l'époque, Il avait disait parlé, ce sera la plus grande génération de l'histoire du football. Mais au final, des 96 aujourd'hui, les deux seuls qui jouent à un certain niveau, même, je pense même celui qui joue au niveau le plus élevé, c'est celui qui n'a quasiment été jamais repris en équipe nationale, c'était Samuel Bastien, justement. Comme par hasard, et là on remet le puzzle avec un papa qui disait non, pas de contrat, pas question, etc. Tous les autres, et là les plus connus, évidemment, Charlie Charlie Moussonda, Moussonda, Bakali, qui ont tous été mis en lumière. même certains qui ont arrêté le foot, Mathias Bossart, Ouais. Mathias Bossard qui était à Manchester City, tout ça là. Il a arrêté le foot. oui, David Tenen, etc. Enfin, tous ces gars qui ont fait des très gros transferts rapidement et qui gagnaient déjà des très beaux contrats tôt. Oui. Non, aujourd'hui, c'est bien la preuve que plus vite tu es mis en lumière, plus tu prends le risque que ça va mal se passer. Donc, mais encore une fois, ça c'est pas grave, mais au moins que les gens le sachent. Ouais. Mais on ne dit leur pas ça dise. aux gens. Ouais, On ouais, ne dit pas ça aux gens. On leur dit, il faut absolument déjà être connu. Je dis, un gamin qui est en U16, les parents sont tout fiers de dire, oh, mais il a 15 ans, mais il est en U18. Hein. Et là, j'ai envie de dire, quand on me dit ça, début de la fin. T'as été Moi, proche. la chance, ouais. Ouais. Excuse-moi. Non, non. La chance que j'ai, par exemple, c'est que moi, je dis beaucoup ça aux enfants. Parce que je donne mon exemple, j'ai dit, moi, quand j'étais en RP, j'étais surclassé, j'étais nanani, nanana, etc., etc. Avec l'équipe première à 14 ans, je m'entraînais et tout. 14 ans. Ouais, À 14 ans avec l'équipe première. 14, 15 ans. Waouh. Entraînement, pas... Ouais, mais, Ah ouais, quand mais à même. l'entraînement, hier on parce qu'on avait parlait. fait les Parce listes. que hier on parlait de ça avec. Après tu vas revenir, Ouais. on parlait de ça avec Poco et Régis. Qu'avant, pour s'entraîner en équipe première, c'était une galère. C'était difficile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc quand tu dis qu'à 14-15 ans, c'est que c'était vraiment Les ovnis. une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, que ouais, mais c'est maintenant, s'entraîner en équipe. Tu vois, Maintenant, c'est plus facile. tu vois, parce que lui, Poco, il disait, quand moi j'ai été m'entraîner, on m'a donné l'opportunité de m'entraîner une fois, j'ai donné ma vie. Parce que tu te dis qu'après ça, tu peux avoir. Mais maintenant, on dirait, ah, je me suis entraîné avec l'équipe Ouais, première. maintenant, Tu vois. c'est Donc, beaucoup en plus fait, juste facile. pour dire que C'est vrai. 14-15 ans, c'est. Ouais. À l'époque, surtout, c'est une Ouais, à dinguerie. l'époque, c'était... Et en fait, le problème, c'est que, comme tu dis, le début de la fin, dans le sens, c'est qu'après, tu te dis, tu t'es pas arrivé, mais en fait, c'est comme si tu vas quelque part et la porte, elle est fermée. Tu dis, je dois arriver jusqu'à là, ensuite, je dois l'ouvrir. Ouais. Donc, tu penses à plus de trucs. Ouais. Mais si tu es loin, la porte, elle est déjà ouverte. Tu arrives un peu plus relax, la porte est déjà Ouais, ouverte. ouais. C'est un exemple, tu vois. Et le truc, en fait, que moi, je dis aux enfants maintenant, c'est de se dire, regarde l'exemple. Parce que moi, je donne l'exemple de... Il y a Dries Mertens et il y a d'autres jeunes. Dries, il était même pas surclassé, il jouait avec les plus jeunes. Et le truc, c'est que en fait, à un moment donné, quand tu as des avantages, ça ne doit pas te ralentir ou t'affaiblir. Tu dois en faire une force pour pouvoir aller plus loin. Et il y a certains jeunes qui ont réussi à le faire et qui ont été poussés et qui ont été loin. Et la différence avec un joueur, j'ai donné là le cas de Dries, et j'ai eu le cas avec un coéquipier en Turquie qui a jamais joué en équipe de jeunes jusqu'à 18 ans. Même Zlatan, dans son livre, il le dit, jusqu'en U18, il n'était pas titulaire. En fait, ces joueurs-là, à ce moment-là, ils développent un truc mental. Et en équipe première, c'est plus les qualités qui jouent. Ouais. C'est le mental. C'est comment tu vas gérer telle situation. Parce que tout le monde a des qualités, tout le monde est bon. Mais en jeune, les qualités ressortent plus. Donc c'est vrai, tu vois, lui sort du lot, etc., etc. Mais une fois que tu arrives à 18 ans, tout le monde s'entraîne, tout le monde est rapide, tout le monde est costaud. Il y a quelques phénomènes, 10%. Les 90 autres pourcents, c'est que le mental. Comment tu fais pour être constant? La constance, c'est dans la tête, c'est mental. C'est pas une qualité. On peut pas te dire, voilà, parce que les qualités, si tu sais le faire une fois, comment tu fais pour le répéter? C'est dans la tête. Et je dis aux enfants maintenant, regardez mon exemple. C'est pas parce que jeune, j'étais surclassé, etc., que forcément, j'ai fait une meilleure carrière que d'autres joueurs dont je donne aussi les exemples. Ils ont été plus loin que moi. Et maintenant, la chance, c'est qu'eux, ils voient l'exemple avec leur papa. C'est plus facile. Et voilà, c'est ça le truc, en fait. C'est que les joueurs qui sont pas dans la lumière, ils développent des trucs, voilà, des capacités de savoir, très jeune, être frustré,
d'être sur le banc, de ne pas jouer, etc. Où tu te dis, je dois faire 2 fois plus et on te donne 10-15 minutes, tu dois te montrer. Et voilà. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que tu vois que c'est très difficile et c'est important de dire, en tout cas, peut-être pas la vérité, mais des vérités, parce qu'il y a plusieurs vérités. C'est que tu rencontres parfois des gamins, alors des enfants de 10, 11 ans qui soient dans le rêve, bon, ça va encore, mais quand tu as 15, 16, 17 ans, il faut des objectifs. Et donc moi, je rencontre parfois des joueurs qui sont U16, dans des grandes académies, et qui te disent, tiens, moi j'aimerais bien jouer, ou U18, j'aimerais bien jouer, mon but dans 5 ans, c'est de jouer au Real de Madrid ou en Première Ligue. Déjà, il faut leur dire la vérité. Après, il peut y avoir des exceptions, mais on ne ferait pas une méthode sur l'exception, on fait une méthode sur la globalité. Qui joue, quand tu es au Real de Madrid, etc., donc ça veut dire que tu es Diable Rouge. Alors moi, je prends la liste des Diables Rouges, et mis à part quelques exceptions comme Driss ou comme Chadli à l'époque, la majorité des gars qui sont Diables Rouges aujourd'hui, à 15-16 ans, s'entraînaient avec déjà en partie l'équipe première de leur club formateur. S'entraînaient ou jouaient. Les Lukaku, les Tielemans, les Witsel, ils s'entraînaient déjà ou ils jouaient en équipe première. Donc ça veut dire que quand tu es à 16 ans au Standard ou à Anderlecht et que tu es toujours en U18, tu n'as pas cette trajectoire-là. Et alors, je repose une deuxième question. Je dis, tiens, le week-end, qu'est-ce que tu as regardé à la TV? Ils me disent Barça Real, Manchester Chelsea, je vais peut-être au cinéma. Je dis, ça ne te sert à rien de regarder ça. Alors je leur demande, qui a regardé par exemple hier Dens contre Dender? Là, ils te prennent pour un con. mais en attendant, leur trajectoire va faire normalement quoi? Ils vont arriver en U21 dans leur club formateur. Quelques-uns iront peut-être en équipe première et encore ouvrir la porte, goûter, et la plupart seront éjectés. Et la plupart profiteront d'être en U21 pour pouvoir être loués et vraiment avoir le vrai examen en D1B ou en D2 hollandaise, etc. Et c'est là, donc au final, si tu veux réussir, tu dois déjà te nourrir de ce qui t'attend dans 2-3 ans. Donc quand tu es à 16-17 ans, que tu veux devenir footballeur professionnel, pour moi, tu ne dois pas regarder Real Barça. Tu dois regarder Dender contre Dens, parce que dans 2 ans, c'est là que tu joues tes couilles, au final, et que tu dois être capable, et savoir que dans le vestiaire de Dender ou de Dens, il y a peut-être une lampe qui fonctionne moins bien, qu'il n'y a pas la table de massage comme déjà en U18 au Standard, mais c'est là que tu dois être capable. Et puis là, tu peux devenir... Mais le truc, c'est que les gens, ils pensent pas comme ça. Et c'est là que tu peux devenir Arthur Théâtre, etc. Des gars qui ont été capables, je vais dire, dans la difficulté, d'être dans le truc de propulsion. C'est-à-dire que la plupart des joueurs qui ont connu le confort, et là on retourne sur le système, contrat, déjà équipementier depuis 12-13 ans, ils ne sont pas armés pour être dans un vestiaire pourri à Molenbeek. C'est impossible. Donc ils arrivent là-bas, c'est la dépression. Et donc à ce moment-là, même là, ils ne jouent pas. Parce que quand tu arrives en D1B, même si tu as été formé à Anderlecht et au Standard à 18-19 ans, le coach, il ne te fait pas confiance. Hein. Le coach, il veut des... Parce que les codes du football, c'est quoi? On préfère un mec qui a joué déjà 80 matchs pro qu'un gars qui n'a jamais joué. Donc déjà là, t'imagines. Mais les garçons, non, ils ne veulent pas comprendre parce que, et là on n'en a pas encore parlé, mais aux vendeurs de tapis, la plupart des agents qui, eux, promettent pour, je vais dire comme des Macs, promettent une vie ou une perception, je vais dire, qui n'existe pas. Quand tu accompagnes un sportif, tu essayes de le protéger des agents, quand tu parles de vendeurs de tapis ou... Ils ont un côté aussi dangereux. Tu parlais du monde footballistique qui est dangereux. Les agents sont des agents, écoute, du coup. Je suis très critique, et en même temps très objectif. Le problème de la plupart des agents, c'est quoi? C'est qu'ils ne connaissent pas le milieu du football. Certains connaissent, et encore, moi je connais rien en football. Je dis souvent, moi, pied gauche, pied droit, 3, 2, 4, je ne connais rien à ça. Mais je considère que dans mon rôle, justement, de ne jamais parler de football avec un joueur, au moins je reste à ma place, etc. Mais la plupart des agents, tout ce qu'on dit là, ils l'ignorent. Tu sais, pour pouvoir faire ça, moi j'ai bossé 8 ans, 7 jours sur 7, H24 quasiment, à Anderlecht. C'est là que j'ai compris, oh putain, le football c'est ça, pas le terrain vert. Le milieu du football c'est ça. Moi quand j'arrive à Anderlecht et qu'à un moment, tous les lundis on me livre
des caisses complètes de chez Nike, Adidas, etc., de basket, de chaussures de foot, et qu'on me dit il faut aller donner ça au U12, au U13, etc., je dis, oh, c'est incroyable. Et moi, encore naïvement, je coupais les boîtes, je mettais dans des sacs de laisse pour que ça reste discret, parce que dans ma tête, au moins, je dis comme ça, le gamin, dans le vestiaire, il sort pas ses boîtes devant tout le monde. Ça, c'est le milieu du football, tu vois. Mais la plupart des agents, ils vont dans le sens inverse. Eux, ils vont plutôt offrir à un gamin ou lui faire croire, quitte à les acheter eux-mêmes, qu'il lui a obtenu un petit contrat chez Nike avec 3 paires de godasses par an pour lui montrer, ah, t'as vu, toi, t'es pas n'importe qui. Déjà, t'as Nike qui... Donc, tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc, des agents, il y en a évidemment, heureusement, de très, très bons, parce que c'est leur boulot. Ouais. Et c'est des professionnels. Mais la plupart des agents, et encore une fois, c'est pas de leur faute, c'est pas leur boulot. La plupart des agents, ils ont un boulot à côté et ils jouent au loto. Ouais, des opportunistes, ouais. Et ils jouent au loto. Opportuniste. Et quand on joue au loto, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on achète son billet, on dépense et on espère gagner un jour. Et la plupart des agents, c'est ça. Donc, c'est ça la difficulté. Quand je dis agent, je pense que la plupart ne sont même pas agents. En fait, et aussi maintenant, je crois que le nom agent aussi a été très... je veux dire, ça a perdu crédit parce que tout le monde peut être agent maintenant. Depuis qu'ils ont enlevé la licence, tu vois des gens que tu dis... Ah, moi, je suis agent. Toi, tu es agent, tu vois ce que je veux dire? Tu peux juste t'autoproclamer. Exactement. Aujourd'hui, je suis agent. Voilà, tu vois. Et le problème, c'est que, comme tu dis, il y a tellement de parents qui sont dans les projets Alan, projet Mbappé, tout ça. C'est qu'un gars, il vient et dit, comme tu dis, des chaussures et tout ça, ah, je vais signer avec lui. Et c'est souvent... Et moi, je dis, moi Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ouais, Aujourd'hui, les chaussures, ça suffit. Maintenant, ça ne suffit plus. À l'époque, ça suffisait. Tu vois. Quand moi, j'ai fait PMK compagnie, avec mon épouse et tout ça, moi, j'ai vu tout ce qui se passait. D'abord, j'ai vu pour moi-même. Et puis après, j'ai dit, non, je ne peux pas laisser mon petit frère dans des bêtises comme ça, tu vois. Et dans c'est pour ça que tu es allé même en Dorex, même si ça a fait du bruit. Tu préférais être sûr que... Mais parce que, en fait, parce que certains clubs aussi, des fois, ils pensent que nous, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas, on n'est pas bêtes. Surtout allez, je vais pas dire les Africains, mais des fois, tu sais, il y a certains par africains qui fait que on leur donne une certaine chose. Eux, ils disent, ah, ok, c'est parce que, toi, mais c'est pas leur faute aussi, c'est que des fois, ça n'a pas été facile pour eux. Donc, on va te donner un truc et ils vont être contents, ils vont se dire, ah ben ça, c'est bien pour nous. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'ils vont venir proposer ça chez toi en pensant que parce que toi, tu es comme l'autre, tu vois. Alors, je dis, mais non, moi, je suis pas comme ça. Je sais ce que mon frère, il vaut. Je sais ce que ce gars-là, il vaut. Et j'ai vu certaines choses dans le milieu qui fait que j'ai dit, ça, c'est, tu vois, je peux pas laisser ça. Et quand je parle de mon petit frère et tous ceux qui sont là, je les prends comme mes petits frères, tu vois. Et pour moi, le rôle d'un agent, ça doit être dans l'intérêt du joueur. Et la plupart, c'est pas dans l'intérêt du joueur, c'est dans leur propre intérêt. Oui, parce que, mais déjà, et c'est pour ça que c'est comme les footballeurs, ils n'y peuvent rien, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas quand je te dis, par exemple, que la plupart des footballeurs qui ont un premier contrat ne réussissent pas, la plupart des agents, non, ils pensent que c'est le processus. Non, ce n'est pas le processus. Le processus, c'est savoir aussi sortir de l'ombre au dernier moment et d'aller flinguer les gens qu'il faut quand il faut. Je veux dire, le vrai sport, là c'est un peu caricatural, mais bon, vu qu'on est un jour où ça passe, le vrai sport, c'est Rocky en Russie. Le vrai sportif, c'est le mec qui est capable d'aller, je vais dire, dans l'inconfort absolu, devenir plus fort. Ça, c'est le vrai sport. Les mecs qu'on t'a cités tout à l'heure, c'est des mecs qui, à un moment, pensaient n'allaient pas pouvoir réussir, et c'est dans la grande difficulté qu'ils se sont propulsés. Ouais, dépassé. Mais le problème, c'est que quand toi, tu en as cité deux, ils sont pas tant que ça des gars qui ont eu cette capacité de rebondir quand ça chauffait, quoi. Parce qu'on ne les forme pas à ça. Mais ce n'est pas de leur faute, les gamins. C'est pour ça que moi, je suis très dur avec les gamins dans mes discours quand je les accompagne, et en même temps pédagogue et éducateur, parce que qu'est-ce que tu veux qu'un gamin à qui tu offres du confort du matin au soir soit capable de... Tout à l'heure, Paulo, tu parlais des Brésiliens et qu'Albert te disait, tiens, ils ne viennent pas du même truc, ou les joueurs africains. Mais bien sûr que combien de gamins de Nerpé me disaient, parce qu'à l'époque, Andek avait une grande tradition des joueurs africains, donc à 18 ans,
beaucoup, à 17-18 ans, beaucoup arrivaient. Ils étaient dégoûtés, les gamins, de NRP, en disant « Ouais, on en a marre, on est là depuis 10 ans. » Et au final, même s'ils étaient blacks aussi, mais t'as des blacks qui arrivent et ils nous prennent notre place, etc. Mais la baffe, eux, l'avaient déjà plus. Quand le gars il vient d'Afrique et qu'à 18 ans, sur 3 mois de test, il joue sa peau et la peau de toute sa famille là-bas, t'inquiète pas, la bave, il l'a. Hein. Alors les mecs, ils sont en mission et s'il faut tuer, ils tuent. Hein. Et au final, c'est pas de la faute des gamins d'ici de ne pas savoir faire ça. En plus, on les a embourgeoisés. Mais après ça, moi je pense, comme on parlait ici de l'argent et des jeunes, en anglais ils disent purpose. Donc ça veut dire la raison, pourquoi je le fais. Le problème c'est qu'aujourd'hui les agents, je dis pas tout le monde, hein, mais on va dire tous ceux que tu vois au bord des terrains des jeunes, ils viennent parce qu'ils veulent se sortir d'une situation. La motivation de base, elle est financière. Polo, il a parlé, il a dit, il y a des situations que je vois que j'ai pas envie que d'autres jeunes le vivent. Ouais. Ça veut dire, lui, déjà, ses revendications, sa motivation, c'est pas l'argent. Donc lui, l'accompagnement qu'il aura, il sera différent de ces gens-là. Ouais. Et maintenant, dans le football aussi, quand on parle d'un jeune qui a envie d'aller au Real de Madrid, on parle des Brésiliens qui ont faim, etc., etc. Parce que eux, ils ont un rêve, un objectif, ils savent où ils veulent aller. Il y a beaucoup de joueurs de foot, Anderlecht, Bruges, Standard, qui tout le monde a des moyens à un moment donné où tu arrives à jouer au foot, tu peux gagner ta vie, même ces jeunes-là. Mais si les petits contrats qu'ils ont signés à 15, 18 ans, même si aux normes de la vie, du travail de tout le monde, ça reste beaucoup d'argent. Pour le haut niveau, c'est rien. Mais quelle est ta motivation? Pourquoi est-ce que si j'ai envie d'être ballon d'or, tu dois savoir en étant ballon d'or, celui qui est ballon d'or, il est déjà multimillionnaire. Mais on dit pourquoi Kevin De Bruyne, il continue à courir. Parce que sa motivation, c'est pas l'argent. Il a autre chose à aller chercher. Cristiano Ronaldo, c'est la même chose. Et ça, c'est dans tout. C'est comme si un médecin, quand tu vas à l'école, tu dis j'ai envie d'être médecin. Tu n'as pas envie d'être médecin parce que tu peux gagner 15, 20, 30, 40 000 euros par mois. Je ne connais pas les salaires, mais on va dire ça. Un chirurgien, etc. Tu ne vas pas faire 25 ans d'études ou je ne sais pas combien d'années juste pour cette somme d'argent. C'est parce que tu te dis, voilà, ma motivation, c'est de sauver des vies, c'est de faire ci, de faire ça. Et quand ta motivation, elle est pure, elle est honnête vis-à-vis du sport, tu ne perds pas cette flamme. Tu ne perds pas ça. Peu importe tout ce qui se passe, peu importe que tu sois embourgeoisé ou qu'on te dise tu es le meilleur du monde. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut avoir, en fait, c'est de vraiment se dire, si j'ai envie d'être ballon d'or ou d'arriver à Arsenal, Manchester, c'est que la flamme en toi qui va te pousser tous les jours à faire ce que tu dois faire. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les agents, les joueurs de foot et beaucoup d'accompagnateurs, Ils éteignent la flamme. il n'y a pas de flamme. C'est juste le purpose, il n'y a pas, la motivation, elle n'est pas, c'est juste financier. Juste pour finir cet échange, parce qu'on parle de flamme, ce sera la dernière question. Pour vous, s'il devait y avoir un ingrédient pour garder la flamme en tant qu'athlète, ou même en tant que conseiller, qu'est-ce que ce serait pour vous? Comment est-ce qu'on pourrait garder la flamme? Comment est-ce qu'on pourrait être toujours motivé en tant que sportif? Je vais commencer avec toi, Geoffrey. Il y a une phrase que j'ai vue dans des... Comment on appelle ça? Des pubs. Pas des pubs, dans un truc de gym, dans une salle de gym. C'est de se dire, quand j'ai envie de m'arrêter, au moment où tu te sens que tu vas arrêter, il faut que tu te souviennes de la raison pour laquelle tu as commencé. Et en fait, je pense que cette phrase, elle résume tout en se disant, peu importe tout ce qui se passe autour de toi, dans ton parcours, que ce soit financier, en bien ou en mal, ou que ce soit blessure, que ce soit avantage, que ce soit difficulté avec le coach, etc., c'est de se dire pourquoi je fais ce sport, pourquoi, qu'est-ce que je recherche, quel est mon rêve, quel est mon but, pourquoi je fais ça. Et si en toi, tu arrives à être honnête avec toi-même et que tu as toujours les bonnes raisons qui t'ont poussé à commencer ce sport en toi, et par exemple, je dis mon fils, c'est Mbappé. Voilà, il regarde Mbappé, fond d'écran, je dis mais papa, il veut pas, il m'aime pas. Mais quand il regarde les vidéos,
il se dit PSG, Mbappé, etc. Nanani. Ouais. Donc en fait, c'est un truc qu'il doit garder à vie en fait. Mm. Peu importe ce qui se passe, c'est de se dire j'ai commencé le foot pour ça, je vais tout le temps me motiver et c'est ça qui va lui donner tout le temps, Ça, garder cette flamme. bien sûr. Et c'est ça en fait, je pense. Jean-François? Ben, je crois que pour pouvoir continuer à progresser, je vais faire un jeu de mots, il faut se maintenir en hypo. C'est quoi l'hypo? C'est l'inconfort, c'est la patience et c'est l'ombre. Là où le football, c'est confort, impatience et lumière. Wow. Et donc, comment le faire? Ben, avoir cette compréhension et donc peut-être faire autre chose à côté. Beaucoup de footballeurs, par manque d'expérience de la vie, ben, cherchent toujours des choses qu'ils connaissent, des choses qu'ils savent faire ou des milieux qui sont un peu des milieux conquis. Mais non, pour un footballeur, aller aussi dans des milieux où on ne sait pas qui tu es, où tu dois prouver autre chose autrement, et c'est à tout niveau. Hein. Je vais dire, là, on n'a pas parlé de ça non plus pendant le débat, ça pourrait faire un débat en soi, les relations sentimentales, amoureuses. Ben, quand on est footballeur de haut niveau, qu'on est sur Instagram, qu'on a le petit truc bleu, etc., c'est très facile, mais réussir à séduire la fille qui ne veut pas de toi, c'est autre chose. Ouais, Tu vois, donc c'est tout des trucs qui font que tu peux facilement tomber dans le piège parce que ton statut de footballeur peut te maintenir du matin au soir dans le confort, en tout cas dans un confort artificiel, mais la vraie vie t'offre du confort puisque dans le milieu du football, il y a plein de gens pour entrer dans ta vie qui veulent tout faire pour toi. Même donner un coup de téléphone, façon de parler à un dentiste. Non, je vais le faire comme ça, on ne sait jamais. Si je récupérais 10 € sur le bazar, je vais le faire. Ben non, pas parce que tu es footballeur que tu ne sais pas même prendre ton téléphone et chercher un dentiste de ton côté. Tu vois, c'est tous des petits trucs que moi, en tout cas, moi, dans ma méthode, c'est ça que j'essaie de développer au maximum avec les sportifs. C'est les mettre dans la vraie vie pour qu'ils aient un entraînement réel et qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Ça leur sert pendant la carrière et surtout aussi après carrière, parce qu'après la carrière, on passe très vite de soi-disant quelqu'un à Mr. Nobody. Hein. Ouais. Par hasard, c'est toi qui as influencé Remco à partir de Belgique et aller en Espagne? Parce que lui aussi a choisi l'ombre, il est champion du monde, mais pour des raisons... Non, ça c'est des raisons d'entraînement, Ouais. des raisons de conditions d'entraînement. Tu ne peux pas envisager gagner le Tour de France en t'entraînant sur les côtelettes Mais là, il a aussi parlé de l'exposition. de Skepdal. Mais par contre, ce que j'encourage Remco un peu dans ce que je fais avec lui, c'est de s'engager sur des projets qui n'ont rien à voir avec le sport. Parce que, et là tantôt, Geoffrey en parlait, il ne faut pas résumer la vie d'un sportif à gagner, perdre ou blesser, pas être blessé. Parce que sinon, si dans ta colonne 50 que tu ne maîtrises pas, ça se passe mal, qu'est-ce qui te reste? Et donc, faire des choses à côté, parce que si tu limites ta vie à ça, tu peux très vite perdre confiance en tout. Surtout, je dis un exemple de sonner ou le dentiste, il y a des footballeurs ou des sportifs, parce que leur vie, ce n'est que ça, que dès que ça tourne mal de ce côté-là, même des choses basiques, ils ont tellement peu de confiance en eux que c'est terminé. Tandis que si à côté, et Polo, pour ça, c'est pour un ambassadeur de la méthode, je veux dire, quand à côté de ton football, tu fais des trucs, tu mets en place des choses, tu ne te dis pas que tu es un imbécile fini parce que tu as raté un but hier. Ah oui, j'ai raté un but, j'ai été con, tu analyses pourquoi tu l'as raté, mais une heure après, tu es en train d'organiser des projets comme ceux-ci, et au moins, c'est inconscient, hein, mais c'est comme ça que tu te gardes au cap. Tandis que dans le football, souvent on va leur dire ne te disperse pas. Arrêtons les bêtises, il se disperser. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai monté un business plan sur les appels aux dentistes. 10 € l'appel. Polo. 10 € l'appel. Merci Jean-François, merci Plaisir. Geoffrey, c'était super et à la prochaine peut-être. Ouais, c'est sûr. Family energy.